Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler des animaux fantastiques premiers du nom. Réalisé en 2016 par David Yates, grand habitué de l'univers des magiciens, pour avoir réalisé les 4 derniers films de la saga Harry Potter. Et ici, c'est la romancière elle-même qui est au scénario de cette nouvelle aventure. Entre spin-off et préquel de la saga, l'on y découvre un nouveau continent ainsi que de nouveaux personnages. C'est sans doute le point le plus intéressant de ce film, que de se replonger dans cet univers que l'on connaît, tout en découvrant sans cesse de nouvelles choses. Cela permet de ne pas trop faire de liens, voire de comparaison avec la saga précédente, bien qu'évidemment l'on y retrouve son ambiance, ses références et quelques liens subtils. On y suit donc le personnage de Norbert Dragono ou Newton Scamander, Newt qui lui va quand même beaucoup mieux je trouve, un personnage déjà évoqué à plusieurs reprises dans Harry Potter pour son manuel scolaire, sorte de dictionnaire ou d'encyclopédie répertoriant toutes les créatures qu'il a pu rencontrer à travers ses voyages. En ce qui le concerne, il ne s'agit donc pas de tous les attraper, mais bel et bien de tous les répertorier. Un périple qui le conduit dans le New York des années 20 afin de ramener chez lui le magnifique, non pas le Angry Bird, mais le Thunderbird, une sorte d'aigle royal. Ce qui est d'ailleurs amusant lorsque l'on connaît le symbole de ce pays. Diverses et variées, toutes les créatures sont adorables. Remplies d'inventivité et de créativité, elles sont clairement conçues pour nous amuser et nous émerveiller, même si pour certains il y aura probablement un peu trop de numérique. J'imagine qu'il n'a pas dû être évident de sélectionner les animaux à dévoiler, entre trop ou pas assez, l'utilité ou la facilité, etc., etc. On sait que dans le bestiaire, il en existe des vraiment terrifiantes, qui seraient très intéressants à mettre en scène, peut-être dans les suites. Se déroulant dans le passé, on a quelques petits clins d'œil, comme la crise économique bancaire ou la peine de mort encore présente. La différence avec Harry Potter, c'est que l'on n'est pas isolé dans un cadre scolaire style campus. Ici, on est constamment en zone urbaine, ce qui donne cette sensation que les mages vivent parmi les non-mages. C'est presque palpable que la magie est utilisée et intégrée dans les faits et gestes du quotidien. Il y a plutôt une bonne mise en scène de la magie, qui se veut à la fois intimiste tout en étant plus grandiose. On peut y voir un petit côté super-héroïque, avec les combats dans la ville, le décor qui morfle, les pouvoirs qui s'étendent et grandissent dans la démesure. On sent tout le potentiel de ce qui pourrait être développé, et que l'univers des magiciens pourrait être tout aussi titanesque que les autres grandes sagas cinématographiques. On peut aussi y voir un petit côté Men in Black, avec le QG, sorte de service secret, les agents et les créatures aliens. Sans oublier le pouvoir d'effacer la mémoire qui fait vraiment penser au flashouilleur, le neurolaser si célèbre de la saga. Dans l'ensemble, on a plutôt une bonne réalisation, avec de belles images, de beaux décors, les costumes sont excellents, ainsi que le choix des couleurs. Ça manque peut-être d'une vraie personnalité qui fascinerait le spectateur. On reste quand même sur une brise assez lisse et prévisible. Bien que ce soit dynamique, rempli de fraîcheur, parfois exaltant, avec quelques effets de caméra assez surprenants. C'est un film qui pose les bases de son univers, avec son ambiance, ses situations du quotidien, un contexte et sous-texte aux multiples petites intrigues qui peuvent donner une impression de brouillon ou de complexité superflue. Il est également possible que l'on trouve qu'il n'y ait pas assez de mystère ou de puissance dans ce qui se dévoile, rendant le film un peu longuet ou gentillet. Mais le spectateur est un peu comme Newt. Il débarque de loin et prend en quelque sorte le train d'une histoire déjà en marche. Il lui faut alors appréhender cet univers, ses possibilités, pour laisser petit à petit le fil de l'intrigue se tisser. Je préfère prévenir pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y aura quelques spoils à partir de là. Ici, on a clairement 2 intrigues en parallèle qui se démarquent et qui finissent par s'entrecroiser.
le groupe des héros avec les animaux fantastiques et la backstory concernant Croyance et Grave. Il est probable d'ailleurs que certains auront une préférence pour l'une ou l'autre. Ce qui est pas mal, c'est que Croyance est un personnage secondaire qui finit par devenir l'un des enjeux majeurs du film. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les pouvoirs ou la manifestation de la magie est liée aux émotions ou à la personnalité du magicien. Avec Croyance, on aborde le thème de la différence, de l'intégration ou l'exclusion sociale, de la souffrance de l'enfance, de tout ce que l'on peut contenir en nous sans possibilité de l'extérioriser. La première fois que j'ai vu le film, j'étais convaincu qu'il serait un personnage central de l'histoire, à cause évidemment de son nom, Croyance ou Credence, qui tourne autour de la notion de la foi. Il est même nommé le miracle à un moment donné. Le fait de devenir l'ange principal pour les autres, c'est presque comme s'il représentait l'expression de la foi ou de la volonté de chacun des personnages. Il est ou devient ce que l'on projette en lui. Une forme de révélateur, de mise en lumière de vérité. C'est toujours en chassant l'obscurus que tout se dévoile. De plus, quand on connaît la maltraitance infligée à ce personnage, autant physique que psychologique, la notion de foi est d'autant plus prononcée. C'est une victime et un personnage aux grosses possibilités d'évolution, d'ascension. Je m'étais aussi dit qu'il serait peut-être lié au sang pur, une sorte de signe royal dissimulé derrière le vilain petit canard. Avec Perceval Grave, il semblait avoir trouvé une forme de repère, de père, où placer enfin sa confiance, ou plutôt sa croyance. Mais on voit bien que Grave n'a aucun respect, aucune empathie pour tout ce qui l'entoure. C'est un manipulateur intéressé qui jette les gens quand il n'en a plus besoin. Ce qui est assez ironique, c'est que s'il avait fait preuve d'un peu plus de considération à son égard, celui-ci lui aurait tout donné, tout offert sur un plateau. Il possédait clairement tout ce qu'il désirait devant lui, mais il est passé à côté, comme la symbolique de son nom Perceval des légendes arthuriennes. Ce n'est même pas les héros qui l'empêchent d'obtenir ce qu'il veut, c'est lui-même qui se fait avoir, par des sentiments qui lui échappent, par ce qui lui fait personnellement défaut. Le film se termine sur la révélation d'un nouveau visage au casting, celui de Johnny Depp, ce qui pouvait vraiment donner envie de voir la suite, de voir un tel acteur dans ce type de rôle. Et comme on le sait, plus l'antagoniste est réussi, plus intense en sera le récit. Ce changement de visage peut rappeler le film L'Imaginarium du docteur Parnassus, où Johnny Depp puis Colin Farrell remplaçaient à tour de rôle Heath Ledger. Et c'est encore plus fort de voir Jude Law se glisser dans la peau de Dumbledore, lui qui avait également participé à ce film de Gilliam, pour ce même rôle. 4 visages en un. Et que d'ironie que de voir Johnny Depp est lui-même remplacé pour Grindelwald par un nouveau visage. Ce qui me plaît davantage dans la scène où apparaît Grindelwald, c'est le mouvement, la gestuelle, forme de mutation qui fait tomber le masque, en dévoilant un nouveau visage, une nouvelle personnalité. On sent clairement dans cette nouvelle saga cette volonté de dissimuler le fil conducteur par différentes sous-histoires, qui vont se superposer les unes aux autres, comme différentes facettes d'une même idée, différentes couches d'une même intrigue. Ce sont les pièces d'un puzzle dispatché qui vont s'auto-révéler de l'intérieur pour dévoiler l'image d'une vérité maquillée. C'est probablement le moteur de pensée principal et général de toute la saga. À l'image même du monde des mages, dissimulé aux yeux de tous, à l'image de l'obscurus qui est refoulé, de tous les secrets qui sont cachés, autant dans les émotions, les motivations qu'au niveau de sa propre identité. Même les animaux sont forcés de se camoufler. Chaque film devrait donc révéler ce qui a été enfoui au plus profond. Il en va de même pour les personnages principaux, bien caractérisés, entre perchés, renfermés, décalés ou même inadaptés, ils sont tous plus ou moins des archétypes. Mais ce n'est qu'un masque qui voile leurs véritables sentiments. Presque tous des marginaux incompris ou en décalage avec le monde.
Newt se veut libre et voyageur, éloigné de tout le reste. Il possède une façon d'être assez atypique, ce qui peut le rendre autant agaçant que touchant. Bien que maladroit avec les gens, il est spontané, imprévisible, donnant l'impression d'être toujours en train de faire quelque chose. Que l'on aime ou non l'acteur qui l'incarne, il aura su se composer un vrai personnage d'outsider, avec une posture, une démarche et un regard particuliers, nous offrant une vraie chorégraphie physique. Avec son allure mi-enfant, mi-adulte, il correspond parfaitement bien à des générations d'enfants qui ont grandi avec Harry Potter, et qui auront peut-être gardé cette âme d'enfant, cette proximité avec la fantaisie. Comme si les lecteurs devenus adultes étaient des magiciens qui se dissimulaient dans le monde du quotidien. À l'image de sa valise qui contient ce monde des merveilles, une forme de refuge, une chambre de l'âme invisible à l'œil nu pour échapper aux tourments du monde des adultes. D'ailleurs, le personnage peut faire penser un peu à Doctor Who, avec sa valise TARDIS, avec lequel il peut voyager et qui contient un monde encore plus grand à l'intérieur. À ses côtés, il y a Tina, très carrée, droite, à faire des manières, mais qui n'aspire qu'à se battre pour une noble cause. L'actrice est assez douée pour passer de la froideur à la douceur en quelques secondes. Et j'adore cette scène où Newt lui caresse la joue. C'est comme le respect et la tendresse qu'il a envers ses animaux. Inévitablement, cette relation semble évidente, mais devra passer par quelques embûches avant de pouvoir se concrétiser. On y retrouve aussi un thème cher à la saga, le thème de l'orphelin, avec Tina et sa sœur Queenie qui peut lire dans les pensées, ce qui l'isole un peu du reste du monde. Pourtant, elle est plus extravertie que sa sœur, plus libérée, ce qui peut la faire passer pour quelqu'un de primaire. L'image de la belle blonde. Mais elle en joue volontairement pour être d'autant plus rusée tout en cachant son hypersensibilité. Et puis il y a Jake, qui apporte la dose d'humour du film. Un humour qui s'intègre à l'histoire plutôt que d'être uniquement là pour chercher à faire rire. On est dans un monde de mages qui ont leurs règles, leur façon de vivre commune, c'est un univers à part entière. Mais qui, à travers le regard de ce non-mage, prend les aspects d'un rêve. Newt symbolise ce monde de l'enfance, de l'innocence, de tous ces lecteurs qui ont grandi avec la saga. Et c'est en quelque sorte dans cette magie-là qu'il emporte Jacob. Tel un conte de fées, il voyage au pays des merveilles, où tout devient alors possible. C'est bel et bien lui qui vit une aventure extraordinaire qui sera oubliée au petit matin, comme un rêve dont il ne reste que des bribes. Une puissance inconsciente qui se manifestera sous la forme d'une intuition, d'une inspiration créatrice qui lui permettra d'ouvrir sa pâtisserie, transformant le rêve en réalité. Découvrir le monde imaginaire peut le rendre ignorant et insignifiant, mais aussi plus émouvant. La scène de la pluie est juste magnifique. On pourrait ne voir le film qu'à travers ses yeux, comme si c'était lui le héros de cette histoire. En tant que non-mage, il possède une forme de magie, de poésie. D'ailleurs, sa rencontre avec Newt commence par un œuf qui éclot. Il y a son plaisir de vivre, son humour qui allège bien sûr l'histoire, mais représente une vraie force face aux tragédies. Il y a cette forme de simplicité, de facilité qui apporte plus de bonheur que toute la complexité des gens de savoir. En plus, il va posséder à la fois l'amour, l'amitié ainsi que des rêves. Jacob Kowalski est vraiment un excellent personnage à tout point de vue. Et il faut noter que c'est le premier Moldu à être l'un des personnages principaux de cet univers. Ce pouvoir inconscient, autant pour l'individu que celui qui sommeille dans la nature, représenté par les créatures, est la source de la magie. Par exemple, le développement psychologique d'un enfant est l'obscurus, qui est en fait le pouvoir inconscient qui sommeille en nous, l'incarnation de l'enfance que l'on doit refouler progressivement pour intégrer la réalité, ou plutôt s'intégrer dans le monde des adultes. C'est une boule de nerfs à vif, fait d'émotions, de perceptions, d'un imaginaire sans limite. C'est cet éveil aux possibilités infinies de l'enfant qui grandit. C'est pourquoi ce pouvoir est si grand et insaisissable,
car il échappe à tout contrôle, à toute forme de cadre et de structure. Le fait de vouloir le capturer, c'est presque un adulte qui chasse le potentiel brut et pur de l'enfance, mais qui n'y parvient pas. Sa disparition n'est que le symbolisme d'une étape qu'il franchit. Il pourrait aussi représenter l'expression d'une classe ignorée et délaissée qui cherche leur place, un moyen d'exister, étant comme des fantômes invisibles aux yeux des autres. Le choix du lieu, les souterrains du métro, n'est pas anodin. C'est en quelque sorte le lieu idéal où se confrontent et se confondent toutes les thématiques. La répression, la dissimulation, l'isolation, le mensonge et l'illusion, mais aussi toutes les différentes voies possibles qui s'offrent à chacun. Tous les personnages deviennent des concepts, des forces universelles qui luttent et coexistent à l'intérieur de chaque individu se trouvant à la surface. C'est pour cela qu'il y a un peu ce chassé-croisé entre les personnages, qui luttent ensemble, puis l'un contre l'autre, puis à nouveau ensemble, etc. On y voit les nuances de chacun, leur positionnement face aux événements, leur propre façon de gérer leurs croyances. Ceux qui veulent rester cachés en étouffant, ceux qui veulent s'émanciper en utilisant, et ceux qui viennent aider en protégeant. Ce sont là les fondations de ce qu'on aura tout au long de la saga. Là où certains verront donc ces différents registres ou pistes scénaristiques comme brouillonnes, d'autres y verront quelque chose d'organisé, de précis et de plutôt significatif. Quand Grindelwald apparaît, on comprend qu'il sera l'antagoniste de cette saga. On découvre les héros, leur quotidien, jusqu'à l'apparition du méchant à la fin. Un peu comme dans Harry Potter à l'école des sorciers. C'est d'ailleurs dans ce tome que l'on mentionne assez tôt que Dumbledore est l'un des plus grands mages qui ait existé et qu'il a vaincu Grindelwald. Ceux qui ont principalement connu Harry Potter avec les films n'auront à première vue pas toute l'ampleur de ce qui se trame dans ce premier opus. Et pour ceux qui se souviennent bien des livres, le devenir de ce mage noir y est donc révélé, ainsi que son lien et son duel de légende avec Dumbledore en 1945. On y découvre également la tragique histoire de la famille Dumbledore, ainsi que son ambiguïté sur ses idées concernant les Moldus. Du coup, pour ceux qui ne se souviennent plus de cette intrigue et qui préfèrent la découvrir dans les prochains films, il vaut mieux arrêter ici pour ne pas en savoir davantage. À l'époque, lui et Grindelwald étaient amis proches, et probablement plus, partageant ces mêmes idées de gloire et de pouvoir, avec la fameuse phrase « pour le plus grand bien », tristement célèbre, s'agissant bien de la pureté et la supériorité des mages sur les humains. D'ailleurs, Newt le mentionne dans la salle d'interrogatoire, parlant d'un massacre pour le plus grand bien. Dumbledore fut malgré tout plus modéré dans son propos pour gouverner que Grindelwald, qui lui cherchait avant tout l'expansion et la domination tout azimut, sans la moindre considération. Un peu comme Magneto dans X-Men. Ça rejoint aussi un peu ce qui est décrit dans Thor Ragnarok entre Odin et Hel. Deux grandes figures de la saga, liées et très similaires, tels des frères, des jumeaux, qui vont finalement se scinder en deux. Dumbledore a été séduit et marqué par le côté obscur, par l'anneau unique, ou plutôt les reliques de la mort, cette quête du Graal illusoire. Mais suite au décès de sa sœur, tout a changé. Ce fut le retour à la réalité. D'ailleurs, en y pensant, il y a de très gros points communs dans l'histoire d'Ariana et celle de croyance. C'est aussi précisé qu'il a attendu des années avant d'intervenir pour affronter son vieil ami, qui avait peur de lui et qui n'avait justement pas pu étendre son pouvoir jusqu'à la Grande-Bretagne, ce qui de toute évidence nous ramène sur l'histoire même. Grindelwald représente cette ascension du régime totalitaire de l'époque, là où Dumbledore représente la Grande-Bretagne. Ainsi, les relations entre ces deux pays, historiquement parlant, se retranscrivent dans le rapport entre ces deux magiciens hors du commun. Et pour Dumbledore, affronter Grindelwald, c'est un peu s'affronter lui-même, faire face au visage de ce qu'il fut autrefois, un autre aspect de lui-même qu'il tente de refouler. Nul doute qu'on en découvrira davantage sur ce qui s'est réellement passé, tout en approfondissant les variations idéologiques sur la nature de l'être.
Un récit qui devrait prendre davantage d'ampleur et de noirceur avec le temps. Le film se déroulant entre les deux guerres, on comprend alors qu'il s'agit d'une transposition magique du deuxième grand conflit mondial, et que l'affrontement final fera l'effet d'une bombe émotionnelle en y mettant un terme. Une façon d'ancrer les enjeux dans le réel, de donner plus de sens, de véracité dans le combat que livrent les magiciens. De toutes les idéologies politiques, sociales, même sentimentales de cette époque, et des traces laissées, prolongées à l'époque de Harry Potter. Le film utilise aussi l'histoire des sorcières de Salem comme contexte historique, un passif de conflit entre les magiciens et les non-mages. D'ailleurs, ce clan formé des fidèles de Salem, qui traquent les mages, pourrait tout aussi être vu sous l'angle des complotistes. De tout ce qui se passe dans l'ombre, de tout ce que les hautes instances cachent aux yeux de tous. Sujet d'actualité. C'est intéressant de voir comment ces idées passées peuvent se modeler selon le contexte de chaque époque. C'est aussi pour cela que les histoires se perdurent et ne se terminent jamais vraiment. Quand on y pense, ce passé concernant Dumbledore et Grindelwald est une mine d'or. Il n'y a presque rien d'étonnant à voir débarquer sur grand écran une nouvelle aventure pour la retracer. Ce premier opus semble mettre en scène de nouveaux personnages, des animaux féeriques, mais quelque part cela n'aura été qu'un prétexte pour préparer l'histoire de Dumbledore face à son plus grand adversaire, à l'image de Harry face à Voldemort. Une mécanique de saga, séquelles et préquelles, comme on a déjà pu le voir dans les autres grandes sagas du cinéma. C'est peut-être pour cela qu'on aura cette impression par la suite que Newt et les animaux fantastiques seront secondaires, presque anecdotiques à l'histoire. Mais on peut rester quand même assez confiant sur leur développement. On nous introduit dans cette nouvelle saga par l'intermédiaire d'un héros très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il a cette forme d'innocence et de neutralité qui nous permet à la fois d'entrer crescendo dans cette histoire tragique, tout en ayant du recul sur elle, avec légèreté et sobriété. On sait que Newt s'exclut volontairement du monde comme s'il ne faisait que le traverser. Et il est évident qu'il sera forcé de s'impliquer, de prendre position par la suite. Même s'il se planque dans sa valise, il est tout à fait capable d'en sortir pour faire preuve de courage et de bravoure. C'est même peut-être sur ce personnage-là que l'avenir de la magie repose. Quand on voit ce groupe de héros qui représentent cette partie émerveillée du monde, on pourrait se dire qu'ils auront de l'impact sur Dumbledore lui-même, participant à la sagesse et la noblesse de ce personnage si emblématique que l'on a découvert dans Harry Potter. Grindelwald se demande pourquoi Dumbledore affectionne particulièrement Newt, parce qu'il ne comprend pas la force de l'empathie et de l'altruisme. Ce n'est pas anodin que ce soit Newt qui révèle son véritable visage. On voit bien dans la séquence finale que les méthodes de Grindelwald ne mènent qu'à la destruction et à sa propre arrestation, là où celles de Newt conduisent à la résolution et la libération, comme avec son aigle royal qui prend son envol, telle une conscience désormais accessible, une autre voie possible. Comme ce trou dans le plafond, qui est comme un chemin annexe que personne n'aurait envisagé, étant en dehors des règles, de la norme, un accès non conventionnel ou traditionnel. C'est peut-être bien ce que représente Newt. Il ne vient pas prendre, utiliser ou combattre, il vient simplement offrir et guérir. Toute la séquence se passe d'ailleurs pendant la nuit et se termine à l'aube d'un nouveau jour. L'obscurus est comme un voile qui dissimule la vérité. Quand on voit Newt et Croyance, on pourrait se dire qu'ils sont les héros contraires de cette nouvelle saga, le combat éternel de l'ombre et de la lumière. Avec la présence de Grindelwald et de son propre opposant Dumbledore, on pourrait presque y voir un rapport de maître et disciple. Pendant que l'on sera focalisé sur ces deux grandes figures, on en oubliera ce jeune héros qui pour beaucoup n'a pas la carrure ni le charisme nécessaire. Mais, tel un hobbit en terre du milieu, il porte en lui quelque chose d'essentiel. Il s'intéresse tout simplement à tout ce qui vit autour de lui, pendant que les autres sont centrés sur eux-mêmes.
Avec ses animaux fantastiques, Newt nous montre comment le monde pourrait être si l'on pensait et agissait comme lui. Avec une approche sensible des choses, il émane de lui beaucoup de vulnérabilité, d'humanité, mais surtout d'humilité. Bienveillant et apaisant, il résout les conflits en parlant à l'enfant qui est en chacun de nous. On pense tous qu'il est inadapté pour le monde, mais c'est en réalité le monde qui n'est pas prêt pour être comme lui. C'est peut-être aussi pour cela que le spectateur ne pourra pas s'identifier à lui facilement, car il est une voie vers laquelle il faudrait tendre pour comprendre. Les face-à-face avec Grindelwald pourraient bien avoir plus de valeur s'ils se retrouvaient à nouveau face-à-face pour le grand final. D'ailleurs, ce duel de légende dont on a entendu parler dans Harry Potter pourrait très bien se passer d'une toute autre manière. On se l'imagine grandiose et spectaculaire, mais peut-être que le scénario nous fera un effet à la glace de Shyamalan. En tout cas, cet entre-deux-âge du personnage représente bien cet équilibre général, comme les deux sagas, les deux continents, les deux intrigues, les deux visages, le léger et le grave, ainsi que le contraste entre le monde animal et mental. Un film qui joue sur plusieurs tons, plusieurs registres, pour permettre au plus grand nombre d'y trouver son compte. À ce stade de l'histoire, on ne peut qu'espérer un développement de ces personnages, en découvrir davantage sur leur motivation, leur quête intérieure, et de voir encore plus d'animaux fantastiques. En tout cas, ce premier opus a son importance et il était intéressant de rappeler ce qui en faisait son essence. Car même s'il y a quelques clins d'œil, il ne fait pas réellement le lien avec la première saga et cherche vraiment à nous dépayser et nous faire voyager. Un dernier petit point assez amusant, c'est que quand on sait que Newt voyage à travers le monde, on pourrait presque se dire que c'est en réalité un promoteur, et qu'il fait une immense campagne commerciale à travers le monde. Comme s'il disait à chaque pays qu'ils pourraient développer leur version de la magie, propre aux coutumes et à la culture du pays. Ou bien encore que tous ces voyages permettront dans le futur de développer de nouvelles aventures inédites dont on aura eu un écho grâce à ces voyages dans certains pays ou par l'intermédiaire des animaux, mais sans les personnages fondateurs de la saga. À l'image de Newt, c'est une ouverture vers de nouveaux horizons au potentiel infini. Je finirai sur la musique de Newt, de James Newton Howard, qui n'est pas forcément pertinente ni envoûtante, mais qui a de nouveaux thèmes inédits avec quelques fulgurances dans certaines pistes, ainsi que ce vocabulaire sonore propre à la magie. Voilà pour ce film en double teinte, rempli de bonnes intentions, et qui pose les bases de manière enchanteur, avec ce désir de nous faire retrouver toute la saveur de Harry Potter. Ça fait rêver et voyager, tout en élargissant l'univers de la magie, de toute cette mythologie qui a tant séduit le spectateur et le lecteur. C'est amusant et émouvant tout en étant spectaculaire, avec un fond qui tend petit à petit vers le crépusculaire. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.